Bien, donc chers amis, chers étudiants, merci à tous d'être là à notre nouveau rendez-vous un peu inédit du l'allée Pial au sein du CRINIC. Quelques mots de sincère bienvenue pour vous dire notre joie à Ina Salazar et à moi-même de pouvoir offrir cet espace de partage, de réflexion sur des textes lorquiens tellement aimés aux amis du PIAL, mais aussi aux agrégatifs de divers centres de préparation de Paris 3 avec Mélissa Lecointre à l'ENS Lyon, Idoli Castro de Toulouse, bien sûr, avec Carole Filière de Rennes, dont les étudiants ont pris l'habitude de zoomer avec moi, de l'Institut hispanique et d'autres. Je sais que pour Nanterre, nous nous réjouissons vivement de la présence, bien entendu, de Zoraida Carandel et nous célébrons aussi la présence de Lynn parmi nous et on sait que les étudiants agrégatifs ont cours. Et justement, alors j'en profite pour rassurer tout le monde dans la mesure où cette conférence sera enregistrée et disponible grâce au savoir technique de Lauriane Lagier, qui, depuis notre partage de la préparation de la question Lorca, se joint à nous pour dire le plaisir que nous cause la réalisation de ce projet de mise en lumière en français du Lorca des poèmes en prose. Alors, en vous contemplant tous et sur plusieurs pages, dans ces petites cases zoomiennes, en fait, je pense à ces vers de Pequeño Vals Vienes. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. C'est un fragment de la tarde dans sa lumière de décembre qui entre aujourd'hui dans ce museo que va venir animer la voix double de Carole Filière et de Zoraida Carandel. Nous les en remercions vivement pour nous parler d'un travail qui se situe en fait en amont de la valse réinventée au terme du voyage à New York. Grâce à elle, nous allons rétrospectivement remonter à un monde antérieur quand Federico se consumait, et ce depuis plusieurs années, dans l'attente du très loin, pour y vivre pleinement l'émotion de l'autre et le renouvellement de son écriture. Pour cela, il écrit dans El Rey de Harlem, Es preciso cruzar los puentes. En amont, donc, quand l'oreille musicienne attend encore El Vals Americano, qui va métamorphoser la préciosité, on oserait dire putrefacta, entre toutes, celle de Vienne, car il le disait, en Viena hay demasiados helados de turrón y demasiado intelectualismo. Et vous aurez reconnu là Nadadora Sumergida. Ce travail dont Carole va nous parler à l'occasion de la publication de La Colombe si cruelle, poèmes en prose et autres textes aux éditions Bruno Doucet, rassemble 28 textes sous le signe de ce que Lorca désignait fin juillet 27 à Melchor Fernández Almagro comme otra clase de cosas. En 2000, dans son édition de Poemas en prosa, publiée chez Comares, Andrew Anderson avait retenu 11 textes, 6 poemas en prosa et 5 en appendice. Donc Carole nous dira comment, pourquoi elle a réuni cela précisément pour en faire la traduction, avec une préface de Zoraida Carandel de façon technique. Donc, on entendra tout d'abord Carole, puis Zoraida, qui ensuite dialogueront et on pourra, et ceux qui le souhaitent pourront intervenir. Donc, 28 textes qui, et même celui si fascinant des amantes asesinados por una perdiz, appartiennent donc tous à l'avant, avant
l'écriture de New York quand le voyage va donner lieu à la réaction lyrique qui, toujours, enfin disons depuis toujours, le même débat intérieur, pour reprendre cette expression chère à Claude Esteban, va susciter bien des métamorphoses dans l'incarnation charnelle et donc rythmique de la voix. Un terrain de préparation, un atelier, depuis toujours le même métier, el oficio, comme Lorca l'écrivait dans une lettre à Sébastien Bach le 25 août 27. En prosa, hago ahora un ensayo en el que estoy interesadísimo, me pongo dos temas literarios, los desarrollo y luego los analizo y el resultado es un poema. Car, comme il le déclarait à Jorge Salamea en septembre 28, todo el día tengo una actividad poética de fábrica. Quelques mots pour vous présenter Carole. Carole a soutenu en 2009, sous la direction de Françoise Etienvre à Paris 3, une thèse sur l'écriture de l'intime dans l'œuvre de Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, de 84, Su único hijo, 91, Contes et nouvelles. Elle est maître de conférences à l'université Toulouse 2, Jean Jaurès, a travaillé avec Solange Ips, qui nous est chère. Carole dirige le master du Centre de traduction, interprétation et médiation linguistique avec des travaux qui portent sur la retraduction comme pratique et médiation culturelle. Je crois que c'est la première fois que tu traduis de la poésie et du coup, on pourra peut-être parler de cette expérience. Bon, on ne présente pas Zoraida Carandel, mais je vais quand même en dire deux mots, bien que tout le monde la connaisse. Elle est professeure depuis 2012 au département d'études hispaniques et hispano-américaines de l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de littérature de l'Espagne contemporaine. Sa thèse soutenu en 2000 à Paris 3 sous la direction de Serge Salin est fort d'actualité, comme vous le savez. Le sujet poétique 1927-29 sobre Los Ángeles, sermones y moradas de Rafael Alberti, poète à Nueva York de Federico García Lorca. Donc je signale bien sûr, mais ça tout le monde le sait, la publication très récente de l'ouvrage García Lorca ou la déréliction lyrique, lecture de poète à New York aux presses universitaires de Rennes. Son habilitation, soutenue en 2009, avait aussi pour garant Serge Salin et le titre général, le sens entre écriture et lecture, la rhétorique du contrepoint. Là aussi, je signale la parution de l'ouvrage Deslumbrante, ce n'est pas un mot, un simple mot d'esprit, le soleil noir du sens, l'oxymore dans la poésie espagnole de l'âge d'argent, 1916-1936, tout récemment, donc chez Peter Lang, sur l'influence du baroque en Espagne dans les années 20 et 30 sur l'écriture d'avant-garde, avec une première partie de la fleur de couteau qui se livre à une approche, disons, historique, diachronique et comparée de l'oxymore en espagnol, mais pas seulement pour l'Espagne, tandis que la seconde partie, au soleil noir du sens, offre une étude systématique de l'oxymore dans 30 recueils et 2 pièces de théâtre, Alberti, Aleixandre, Cernuda, Diego, Lorca, Jorge Guillén, Miguel Hernández et Pedro Salinas. Alors, je prends 1 minute encore pour vous annoncer un changement dans notre calendrier pour le PIAL, à savoir que pour les raisons que vous devinez, Jaime Siles ne viendra pas le 29 janvier, parce que le 29 janvier, le sort des universités est encore très, très incertain.
Donc, on a repoussé c'est pratiquement confirmé, mais de toute façon, on enverra une confirmation pour le 19 février. Par contre, à l'initiative d'Ina Salazar, Tilman Altenberg viendra bien le 12 février nous parler de José María Heredia à l'occasion des entrelacs narratifs de la novela de mi vida de Padura. Donc, il y aura, en ce qui nous concerne, encore 2 autres conférences, mais on pense que ce sera cette fois en présentiel, dans le cadre de la préparation à l'agrégation. J'en profite pour remercier très sincèrement Hélène Thiolin-Pardo, qui est responsable du master recherche à Sorbonne Université, donc pour son ouverture et sa générosité envers ces invitations. On filmera très certainement ces 2 interventions et bon, on vous en informera bien sûr. Donc voilà, Carole, Zoraida, je vous laisse la parole à toutes les 2 en vous remerciant encore d'avoir accepté cette invitation contre les vents et les marées qui nous ravagent un peu tous de façon différente en cette période trop longue. Pour nous parler de la réalisation de ce très beau projet éditorial qui rassemble donc les poèmes en prose, des proses poétiques et des fragments en prose que Lorca a rédigés à partir de la moitié des années 20 et nous parler aussi de leur traduction. Merci à toutes les 2. Merci. Merci beaucoup Laurence, merci Ina et merci Lauriane pour cette invitation. Pour rappel, moi je vous ai connue en traduisant avec Clara Janes à Madrid et c'était également un travail avec des étudiants et ça a beaucoup compté dans mon parcours et de vous rencontrer était aussi important. Et merci à Zoraida que j'emmène dans mes aventures et qui m'amène dans les siennes de me suivre encore aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler d'une histoire de prose et de traduction et de retraduction. Et je souhaiterais commencer par lire un poème en prose d'un auteur néerlandais qui s'appelle Cees Nootboom. Le fragment dont je vous parle ouvre le recueil Autoportrait d'un autre de 1993 qui est publié chez Actes Sud. C'est la fin de la saison. Il est seul sur la plage abritée au bord de la petite baie. Il y était allé pour nager, l'eau n'était pas encore trop froide. Après le bain, il a lu, il a dû s'assoupir. Quand il s'éveille, il s'aperçoit qu'il n'est plus seul. À l'autre bout de la plage, près du hangar primitif d'où le bateau qu'il n'a encore jamais vu peut être mis à l'eau par un plan incliné de pierre, un vieil homme est assis sur les rochers. Dans sa main, un bâton. À ses pieds, des sandales usées d'où pendent des ailes effrangées. Son torse est nu. On voit bien que jadis il a été puissant. Aujourd'hui, la peau est ratatinée et desséchée comme celle des lézards. Elle doit être désagréable au toucher. Sous le chapeau qui lui fait comme un casque, ses cheveux collés sont sales et gris. C'est la première fois que le baigneur voit un immortel. Il se tient coi, espérant que le dieu ne l'a pas remarqué. Le protecteur de tous les voyageurs est las. Il se penche avec peine jusqu'à la surface de l'eau qui lèche les rochers et s'en humecte le visage. Un moment, il regarde la mer, puis il se lève et marche lentement vers le chemin qui longe la côte jusqu'à la baie suivante. Plus tard, lorsque le nageur ose enfin se lever, il voit près des rochers les traces des sandales dans le sable humide, avec les traînées étranges laissées chaque fois par les plumes. Dans ce recueil qui cherche à saisir la disparition de l'être, un être en transit, ce poème en prose m'a intéressée pour plusieurs raisons. Le contact entre le nageur et le vieil homme est celui de l'humain avec le divin. C'est également le contact entre l'écrivain, le poète, le traducteur et son Dieu, mais un Dieu vieilli, las, lent, en partance. Ce déplacement est déjà une disparition du lieu d'écrit, du poème, mais pas une mort cependant. Mercure, Hermès, va vers la baie suivante. Il longe les eaux de l'oubli et de la destruction. Et ce qui m'intéresse, c'est ce départ, ce déport du Dieu des traducteurs, du Dieu voyageur, qui est aussi celui qui conduit les âmes aux enfers et qui rencontre ici l'une des incarnations orphiques du poète. Et cette disparition laisse des traces.
les traces de pas et d'ailes dans le sable humide, des traces appelées à disparaître, donc. Mais en fait, des traces qui ne disparaîtront jamais totalement, puisqu'elles sont aujourd'hui déposées, transposées dans le poème du néerlandais. Et j'aime à croire que ces traînées étranges laissées chaque fois par les plumes sont les réactualisations que la lecture rend possible. Car il faut un témoin, comme dans le texte. Il faut un lecteur qui fasse que ces traces, indices de la disparition, soient également la marque d'une permanence que le texte rend possible. Et il faut également un traducteur. Car moi-même, je suis incapable de lire un texte de Sis Noteboom. Je lis ici Philippe Noble, qui me donne accès au texte de Noteboom. La traduction pourrait donc être la trace de ce voyage, de ce voyageur, ces traînées étranges laissées chaque fois par les plumes. Une image qui n'est pas étrangère au texte de Lorca dont je veux vous parler aujourd'hui, peuplé de voyageurs en partance, de colombes, de traces et d'échos. La gestation de ce projet est liée à un autre projet. Depuis plusieurs années, je travaille avec des collègues et des amis, la plupart sont là aujourd'hui, Soraïda Carandey, Lauriane Lager et Mélissa Lecointre, mais également Eva Touboul, à la préparation d'une anthologie traduite de poèmes en prose espagnol, depuis à peu près 1870 jusqu'à 1936. Parmi les auteurs que je traduis se trouvent des Catalans, je pense à Riquer, Eugénie Dors, Salvador Rossignol, et des Castillans, dans l'ordre chronologique, Bécquer, Clarín, Baroja, Azorín, Darío et Lorca. J'ai commencé à m'intéresser au poème en prose de Lorca lorsque j'ai traduit celui qu'il a consacré à Socrate. Comme le savent celles et ceux qui me connaissent, c'est un de mes centres d'intérêt puisque je me suis spécialisée dans l'ironie depuis ma thèse. Je souhaiterais vous lire ce poème dans la traduction que j'ai pu en faire. Arbre de surprise. Socrate. Le philosophe atteignit le cercle des disciples. Au centre se trouvait, clos et frais de la rosée des jeunes pupilles, un grand oignon d'idées. Tous affûtèrent leur langue et se disposèrent à en ôter les pelures. Une lune du soir se dissolvait entre les branches. L'oignon commença sa volte. Ses pelures, couleur d'or, couleur d'améthyste, luisaient dans l'instant où elles étaient arrachées. Socrate souriait énigmatiquement. Les disciples souriaient, baignés dans le carmin de la foi. L'oignon s'emplit d'étoiles dorées et noires comme un ciel de retable, et tous dirent « Voilà !» Puis le bulbe idéal s'amenuisa et disparut en de très fines gazes imperceptibles, et tous s'en furent. Au loin, l'Isis dansait sur une pyramide de vent suspendue. 2. Le philosophe quittait le cercle de ses disciples. Le soir levait sa tente de soie et le ciel tout entier paraissait couvert d'une très fine pelure d'oignon. Socrate vit une luciole, Socrate entendit un crapaud, Socrate vit un papillon énorme vers le sud, et une couleur rouge éclaira toute sa poitrine, comme un coup de hache sanglant, comme une plaie reflétée. Puis il se perdit dans la venue des vents. L'effeuillement de l'oignon dans le cœur des disciples, sous le sourire du maître Socrate, est l'incarnation d'une disparition qui est révélation. Ce poème en prose fait écho au dialogue platonicien, le Lysis, qui traite des valeurs de l'amitié et de l'amour homosexuel, et plus fondamentalement du lien qui unit les êtres, ce qui résonne des interrogations et des inquiétudes vitales de Lorca. Le jeune Lysis qui danse dans le poème de Lorca n'est connu de nous que par ce dialogue platonicien. Athénien jeune et charmant, paré de toutes les vertus, il est celui dont on parle et dont on tombe éperdument amoureux. Chez Lorca, c'est celui que l'on regarde danser, l'objet présent mais fuyant d'un désir, en somme. Et ce dialogue, qui est l'un des premiers de Platon, n'est pas clos, il ne se termine pas sur une fin, un achèvement ou un aboutissement de la conversation, mais sur un Socrate conscient qu'il faut encore chercher. Et le poème de Lorca, au lieu de proposer un arbre de la connaissance, défini, limité, nous invite à découvrir un arbre de surprise, qui n'est déjà d'ailleurs plus arbre, ou arbre disparu. Arbre qui, en s'ouvrant, disparaît, à l'instar de cet oignon dont les pelures disparues dévoilent et ne dévoilent rien, la vision étant masquée par le cri. Voilà. Le dialogue laisse place au silence chez Lorca. En effet, ce que la deuxième partie de ce poème en prose manifeste, c'est que la disparition laisse Socrate seul dans une présence aux choses. C'est Socrate voyant,
Socrate entendant, Socrate souffrant d'une lumière sanglante, Socrate qui s'en va et disparaît à son tour. Je me suis donc dit qu'il y avait quelque chose à voir et à entendre dans ces disparitions et ces poèmes en prose. Et mon projet éditorial a été le suivant: manifester l'unité de la recherche en prose de Lorca, montrer combien la prose est laboratoire, expérimentation. Mon projet traductif, quant à lui, a été d'unir la retraduction et la traduction, de traduire le nouveau, la surprise, de retrouver l'indéterminé et l'informe, la recherche de rénovation de la poésie par la prose. Les deux projets sont étroitement liés et ils comportent plusieurs éléments. Il s'agissait de réunir des textes achevés et des textes inachevés, des poèmes en prose à d'autres proses étiquetées contes, narrations, puis de décoller ces étiquettes pour écouter la prose qui se cherche en eux. Textes légers ou méprisés qui sont le lieu d'une poésie sans action en train de se faire. Il fallait donc montrer l'atelier, l'inachevé, le bref. Je cherchais également à lire ces proses comme un ensemble signifiant dont le sens ne viendrait pas de l'extérieur, dans la comparaison avec les œuvres achevées, comme ça a pu être le cas quand on a écrit que les poèmes en prose étaient une étape, une préparation avant le grand saut que serait Poeta. On aura des choses à discuter, je suppose, tout à l'heure. Pour de nombreuses raisons, on peut dire que les poèmes en prose sont une rénovation formelle plus subversive que les poèmes du cycle new-yorkais. Et je voulais également proposer au lecteur français un autre Lorca, lui dévoiler cette aventure qui est la sienne lorsque Lorca choisit d'explorer les voies de la prose dans les années 20. Ce défi de la prose, ce choix du poème en prose à une époque où il n'est pas installé en Espagne, n'est ni une découverte pour lui, puisqu'il écrivait en prose quand il était plus jeune, ni une étape ou un brouillon. Il s'agissait de retrouver sa révolte contre les catégorisations, lorsqu'il s'insurgeait d'être associé à son mythe gitan, lorsqu'il s'écriait, juste au moment où le succès commençait pour lui avec le romancero gitano, No quiero que me encasillen, siento que me van echando cadenas. Le poème en prose est un acte de liberté pour une poésie évadée, nous dit-il. Naturalmente están en prosa, porque el verso es una ligadura que no resisten, écrit Lorca. Et précisément, le lecteur français, en général, voit Lorca comme le poète des Gitans, de l'Andalousie terrible et mythique. C'est le Lorca des romances, c'est le Lorca des grandes pièces de la terre. Il s'agissait également de le faire participer, ce lecteur, au texte. Lorca invite le lecteur à terminer son poème en prose dans La nageuse submergée. Par pitié, terminez vous-même ce poème. Et il s'agit d'une participation à des textes complexes, déroutants, perturbants. Il fallait donc essayer d'en faire entendre la stridence de la voix lorquienne, les cris et son appréhension de la cruauté. Et le tout dans une forme malléable, la prose. Je souhaitais rendre sensible le sang de la prose chez Lorca, qui irrigue de façon inédite le poème. Enfin, mon projet est plus vaste, puisqu'il comprend 3 textes et 3 modes du traduire. J'ai traduit d'abord seul ces textes en prose, ces poèmes en prose. Actuellement, je suis en train de traduire avec Zoraida Carandel, Poeta de Nueva York, et je réunis une équipe de traducteurs ainsi qu'un metteur en scène et une troupe de théâtre pour traduire et jouer al pubblico. Ce sera la 3e étape. En ce qui concerne le corpus, dans un premier temps, après avoir traduit Arbre de surprise, j'ai traduit les 6 poèmes en prose canoniques composés entre 27 et 28, désignés par ces termes par Lorca et par la critique. Sainte-Lucie et Saint-Lazare, Nageuse submergée, Suicide à Alexandrie, Décollation des innocents et Décollation de Jean-Baptiste, et Les amants assassinés par une perdrix. Selon Anderson, sont la Cenicienta de la obra literaria de Lorca. Ce sont des textes marginaux. Pourquoi? Parce que l'accès est difficile à ces textes. Il a longtemps été. Ils n'ont pas été publiés en ouvrage du vivant de l'auteur et avant 2000, ils ne disposaient pas d'une édition qui les singularisait. Ils passaient inaperçus dans la structure des obras completas ou dans la traduction française pour la Pléiade. Leur caractère polymorphe et l'absence de stabilité générique a déconcerté la critique, tout comme le fait qu'il s'agisse de certains des textes les plus complexes de Lorca. Enfin, le manque de considération dont ont longtemps souffert les proses des avant-gardes a également joué dans leur mise à l'écart.
La deuxième étape a consisté à prendre en considération d'autres productions poétiques en prose de Lorca, et il existe 2 ouvrages qui leur font honneur. Laurence, tu as pu citer l'édition d'Anderson de Los Poemas en prosa de Federico García Lorca, qui date de 2000. Il y a également Pezas, Tro y Gafas, prosa narrativa breve, qui est une édition par Encarna Alonso Valero, et cette édition date de 2007. Tu as pu le dire, le premier ajoute aussi poèmes en prose 5 textes inachevés, Cœur azul, Corazón bleu et Cœur azul, Meditaciones a la muerte de la madre de Charlot, La gallina, Mi amor en el baño. La seconde présente les 6 poèmes en prose et 14 textes, dont 2 qui coïncident avec l'édition d'Anderson, Cœur azul y Corazón bleu, et La muerte de la madre de Charlot. Le titre est différent. Je mélange les 2 langues, pardon. Ces 12 textes sont La gallina, Historia de este gallo, En el jardín de las toronjas de luna, Meditaciones y alegorías del agua, Barra, qui est dissocié du précédent dans l'édition d'Encarna, mais pas dans ma traduction. Poemas heroicos, Las serpientes, que je n'ai pas intégré à la colombe, Telégrafo, Árbol de sorpresas, Juego de damas, Santa Liria et Un leñador con muchos hijos, que je n'ai pas retenu non plus. Alors, il se trouve que j'ai une passion en général pour les textes qui sont noyés dans les œuvres complètes. Vous savez, ces textes qui sont présents mais presque invisibles. Et j'avais collecté en parallèle la plupart des textes signalés par Encarnación, ainsi que d'autres, comme Barcarola, Paseo, Grillos, La noche centenaria y Lanzando piedras al viento. Cela portait l'ensemble des textes de ma sélection à 26, dont 12 avaient déjà fait l'objet d'une traduction pour la Pléiade et un avait été traduit par Claude Couffon. Malgré l'existence de cette première traduction, ces textes étaient encore comme mis au secret. Très rapidement, donc, mon projet a associé 2 pratiques du traduire, la traduction et la retraduction. Et la question s'est posée de la retraduction. En général, les études de traductologie et les éditeurs se posent la question suivante. Pourquoi retraduire ? Pour rappel, la retraduction fait l'objet d'un intérêt relativement récent de la discipline traductologique, une discipline qui elle-même est récente puisqu'elle est née dans les années 90. Elle en a fait un de ses objets d'étude depuis un peu plus de 10 ans et on fait désormais le constat que si le XXe siècle était l'âge de la traduction, le XXIe siècle est quant à lui l'âge de la retraduction. On trouve ça notamment dans un article d'Isabelle Colomba que je pourrais vous transmettre. Les approches partent de postures négatives. Les études se focalisent dans un premier temps sur les causes des retraductions, presque toujours sous le prisme de l'insatisfaction. Vous le savez, la traduction est marquée ou serait marquée du sceau de la défaillance. C'est l'idée de la perte qui domine, ce qui disparaît dans la traduction. Elle est acceptée avec un fatalisme parfois bon enfant. On la trouve partout, cette idée. Il suffit de lire les présentations des traducteurs, des retraducteurs, les essais, les articles universitaires. Je ne choisirai ici qu'une seule citation, celle du grand traducteur Arthur Goldschmidt, traducteur de Kafka, de Nietzsche, entre autres. Il écrit dans À l'insu de Babel, « Toute traduction est la tentative, toujours échouée, de faire qu'un texte soit le même dans l'autre langue. Cela ne marche jamais jusqu'au bout. Il y a toujours quelque chose qui ne passe pas et tout est à recommencer. » Alors moi, je préfère retenir de cette posture non pas l'idée de la perte, mais l'idée du recommencement. Retraduction, ça veut dire que c'est virtuellement contenu dans la traduction. Et ça rejoint en fait la définition des intraduisibles par Barbara Cassin, que je cite ici. Un intraduisible, c'est non pas ce qu'on ne traduit pas, mais ce qu'on ne cesse pas de traduire, et en parallèle, ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire. Un autre élément dans l'analyse des retraductions est la fameuse hypothèse de retraduction qui a été formulée à la suite des propos d'Antoine Berman en 90. Ça signifierait que les différentes retraductions d'une œuvre sont autant d'étapes ou de marches vers une version meilleure de l'œuvre originelle. L'idée étant que la première traduction d'une œuvre est acclimatation, adaptation à la culture cible, et que les retraductions successives se rapprochent de l'origine en gagnant en étrangeté. Cette hypothèse est aujourd'hui combattue parce que téléologique, liée à une histoire de la traduction qui serait celle des grands traducteurs, des grandes traductions, comme Carlyle le faisait au XIXe siècle,
quand il écrivait une histoire des héros et des grands hommes. Elle est également combattue par une approche de l'historicité des traductions au cœur des champs de savoir, des champs de représentation, comme ça a été le cas notamment dans les travaux d'Annie Brisset, une chercheuse canadienne. De cette approche, je nourris ma perception de la retraduction comme acte de reconnaissance des traductions précédentes, ce qui me permet de passer d'un discours de la perte à un discours de l'abondance. Retraduire ici comme un acte de reconnaissance de l'œuvre traduite de Lorca en français. Je tenais à ce que cet ouvrage rende hommage à la série traductive, à ses auteurs. Je tenais à pouvoir citer les noms du plus grand nombre de traductrices et de traducteurs de Lorca. Je pense à ceux du début, Armand Guibert, Félix Gattagno, Roland Simon, Mathilde Pomès, Louis Parrot, Paul Éluard, Paul Verdevoix, Jean Cassou, Claude Couffon, Claude Esteban, Guy Lévis-Mano, Jules Supervielle, André Bellaniche, Yves Véco, Bernard Cessé, Pierre Darmanjat, Linan Selem plus récemment, Daniel Faugeras aussi, Jocelyne Aubé-Bourligueux, et bien évidemment Laurence qui est avec nous aujourd'hui. Sans être exhaustive ici, je souhaiterais également citer Marie Lafranc, qui, dans ses idées esthétiques de Federico García Lorca, ne cesse de traduire Lorca. Dans mon cas, le projet que j'ai proposé à celui qui deviendrait mon éditeur répondait à une autre question, en 2 mots. Pourquoi traduire? Pour qui traduire? Et cela s'intégrait dans un projet plus vaste qui n'était pas exclusivement marqué du sceau de la retraduction. Tout d'abord, et pardonnez-moi la blague, mais je ne retraduis pas Lorca. C'est la première fois que je le fais, comme tu as pu le souligner, Laurent, c'est la première fois que je traduis Lorca. L'acte de traduire Lorca est neuf, il est nouveau, il est unique. Je ne fais pas partie de ces traductrices et de ces traducteurs qui retraduisent plusieurs fois un texte. On songe à Bonnefoy qui a retraduit 5 fois Hamlet. Il explique qu'il l'a traduit sans lire les versions précédentes, puis qu'il les a lues et qu'il s'est rendu compte de ses erreurs ou de ses incompréhensions parfois, mais qu'il s'est également rendu compte qu'il avait apporté quelque chose. En tout cas, il a vu ce qui faisait la singularité de sa traduction. C'est l'humble horizon que j'aperçois ici. Voir et donner à voir ce que ma traduction a d'interprétation et accepter cette relativité. J'ai d'ailleurs suivi la même méthode dans mon procédé de traduction. Ce n'est qu'après le rassemblement et le choix des textes, après les avoir lus et interprétés dans tous les sens, après les diverses étapes de traduction, puis de révision et de relecture, que j'ai consulté la traduction existante. Et principalement pour vérifier que je n'avais commis aucun oubli. L'acte de retraduire est unique et il actualise l'œuvre en cela qu'il est une reprise, que la fécondité de l'œuvre rend possible. Mais il entre en résonance avec les autres traductions. Il n'en reste donc pas moins que traduire Lorca, sans être associé à l'angoisse du plagiat, est un acte qui demande de faire preuve d'une humble audace. Enfin, il ne s'agissait pas de retraduction parce que la majorité des textes n'avaient pas été traduits. 14 sont des textes inédits en français. Cela permet un peu quand même cette insouciance qui rend possible la liberté et le détachement, qui élimine l'obstacle de l'intraduisible poétique, selon moi. Postuler l'intraduisible et adopter la posture de victime de la perte revient à nier la spécificité de la traduction, qui inclut, je l'ai déjà dit, la possibilité d'un recommencement, et qui peut être pensée sans les catégories somme toute économiques de la perte et du gain. Il s'agit également de comprendre comment le nouveau s'ancre dans le présent et dans l'ancien, soit la tension créatrice qui est propre à l'œuvre de Lorca, qui est, selon moi, une créativité palimpseste, dans une renégociation permanente de l'écriture avec les textes précédents de l'auteur, dans un dialogisme interne qui a pour corrélat externe un rapport interdiscursif qui nourrit les textes. Mais pour tout cela, il fallait rencontrer un éditeur qui accepte ce projet, ce défi que sont les poèmes en prose et les proses poétiques de Lorca. Alors ce livre a trouvé son kairos, dirait Berman, son temps, son lieu idéal. Lorsque je proposais mon projet à Bruno Doucet, il préparait les 10 ans de sa maison d'édition et c'est lui-même un passionné de Lorca. L'un des premiers ouvrages qu'il a publiés dans sa maison d'édition, c'est son oratorio pour Federico García Lorca. Et l'occasion était propice de créer un écho pour la célébration de cet anniversaire. Nous avons travaillé sur les épreuves et la composition de l'ouvrage au cours du premier confinement. C'était aussi un autre moment clé, parce que ce projet nous maintenait actifs dans l'immobilisme ambiant.
C'est au cours de ce travail que nous avons défini la structure de l'ouvrage. Et cette structure devait, selon moi, être dialogique. Tout d'abord, en créant un dialogue entre une spécialiste de Lorca et la traductrice. Je souhaitais que Zoraida Carandale participe au projet, car c'est une fine analyste des subtilités de l'œuvre de Lorca, et j'ai été ravie qu'elle accepte de rédiger une préface, qui entrait en résonance avec la postface que j'y rédigeais en tant que traductrice, et non comme chercheuse spécialiste de l'œuvre. Trouver la juste posture était délicat, mais nécessaire pour moi. À ce duo répond également un dialogue rendu sensible dans la structure miroir de l'ouvrage. Avec Bruno Doucet, nous avons choisi d'encadrer les textes par 2 textes en ouverture et 2 textes en clôture. Corazón bleu et Cœur azul, qui proposent un dialogue entre le poète et l'ami, et dédoublé en Cœur azul, Corazón bleu, qui est une plongée dans l'expérimentation en prose. Et ces 2 textes liminaires entrent en dialogue avec 2 autres échanges à la fin du recueil, les conseils à un poète et la poétique. Le dialogisme esthétique, avec Dali et Diego principalement, mais pas uniquement, est structurant. Il s'agit de textes caractérisés par une adresse lyrique complexe qui enchâsse les voix et rénove les voix de la prose, notamment par l'exploration des marges vocales du dialogue direct et par la créativité du collage, dans ce que j'ai pu nommer des colaphorismes poétiques. Il était fondamental de montrer la portée métapoétique des textes traduits et tout autant l'intégration du commentaire dans la pratique d'une écriture qui est une recherche en cours. En effet, la plupart des œuvres de Lorca sont assorties d'un commentaire extérieur, d'une présentation, d'une lecture proposée par l'auteur. On songe à la conférence récitale sur les poèmes de New York. Ce n'est pas le cas pour les poèmes en prose, qui intègrent les éléments esthétiques, programmatiques ou contestataires dans le fil de la prose. La structure enchâssée de l'ouvrage permet ainsi d'attirer l'attention sur cette pratique et de préparer le lecteur à la perception de ce que j'ai appelé des éclats programmatiques dans le corps des textes, qui multiplient notamment les incursions dans le domaine de l'abrégé et de l'aphorisme. On peut songer à des phrases telles que « Il fallait que craquent les eaux et se rompent les barrages des fleuves » ou encore « Il est impératif de tout briser pour que les dogmes se purifient et que les normes tremblent à nouveau » ou encore « Il est impératif que l'éléphant ait des yeux de perdrix et la perdrix des sabots de licorne ». Ce sont des phrases que je sors de la Décollation des innocents et de la nageuse engloutie. Il y a également des collages de fragments qui donnent ailleurs lieu à des aphorismes esthétiques. 18 éclats illustrent à la fois le fond ludique et sérieux de la recherche esthétique de Lorca et offrent au lecteur une matérialisation de la tension entre expérimentation et théorisation. On pense à « le poète ne doit employer nul manteau pour couvrir les chairs d'autrui. Au contraire, il doit laisser les choses exposées au froid et à la chaleur. » Ou encore « Aussi mystérieux sont la forme et le son d'un mot que leur sens réel. » dans les conseils à un poète. Ces éclats surgissent et créent des entailles dans la chair du texte. Ce sont des lignes brisantes qui unissent les thématiques violentes à la lucidité esthétique du poète, conscient de la nécessaire désarticulation de l'acte poétique et de sa réarticulation inédite pour élaborer une forme qui s'enrichit notamment de la polyphonie et de l'interdiscursivité. Comme vous le savez, le poème en prose est une forme hybride qui s'impose comme un genre subversif des canons, comme un agent agitateur des limites génériques. C'est cette aventure poétique que désignait Suzanne Bernard. C'est une pratique d'écriture caractérisée par la polyphonie, par le polymorphisme, ainsi que par un dialogue entre les divers créateurs de poèmes en prose. Or, l'un des éléments dialogiques constitutifs des poèmes en prose de Lorca est l'accentuation de l'intertextualité par la création de dialogues qui intègrent les éléments référentiels littéraires. Les lectures de Lorca intègrent l'écriture du poème en prose. Parallèlement à tout ça, ça correspondait à ma pratique comme traductrice. Je lis, j'essaye de lire ce que lisaient les auteurs, leurs objets d'étude, avant de lire la littérature savante sur eux, pour pouvoir les comprendre. Pour pouvoir comprendre ce que Judith Schangler, dans un essai sur la mémoire, nomme la distance signifiante par rapport aux œuvres.
et pour intégrer ce qu'elle a nommé également la simultanéité des noms contemporains dans la mémoire actuelle du créateur et du traducteur. Il s'agit ici de revendiquer la possibilité de continuer à créer du nouveau dans l'ancien. Et donc de retrouver la présence de la lecture et faire entendre le dialogue créateur de Lorca avec Dali, avec Gache, mais aussi avec Victor Hugo, avec Baudelaire, Maupassant, Wilde et Novalis. Alors, je n'aurai pas le temps d'en faire ici l'analyse, mais par exemple, la lecture et la traduction de Sainte-Lucie et Saint-Lazare est liée à la lecture que j'ai pu faire des poèmes en prose de Wilde et de Baudelaire. Parce que c'est un véritable voyage au cœur des représentations artistiques que ces textes. La traduction s'efforce alors de manifester cette parole spectaculaire et stridente qui cherche à rénover l'écriture poétique par la prose dans un contexte avant-gardiste. Lorsqu'il dévoile ses textes en 1928, Lorca parle d'une poétique de abrirse las venas. Selon certains critiques, il s'agirait presque d'une posture suicidaire, dont on trouverait les prolongements dans la posture sacrificielle du personnage poète dans Poète à New York. On peut revenir sur ces veines ouvertes. Selon moi, il ne s'agit pas tant de se tuer que de donner un cours nouveau au sang. Le sang de la prose irrigue un corps poétique qui fait éclater ses limites. Les systèmes poétiques anciens éclatent dans une décomposition qui peut se trouver exprimée, par exemple, dans la prose « Mon amour au bain ». C'est un texte très court que je vais vous lire. Lorsque j'entrais dans la salle de bain, les cris cessèrent. Je m'efforçais de déchirer tous les cotons, mais le destin me jouait un mauvais tour. Lorsque j'entrais dans la salle de bain, je vis mon amour qui se divisait pour ne pas m'aimer. Le système veineux pulsait sur le mannequin. Le système musculaire pendait des tuyaux blessés. Le système nerveux sautait comme une grenouille. Le système aérien pleurait. 4 systèmes et leur ombre dans l'eau, dans la baignoire pure. La critique qui a identifié les poèmes en prose au surréalisme, malgré les réticences de Lorca, a insisté sur une rhétorique de la rupture, basée sur des images partagées avec Dali. Il s'agit plutôt d'une poétique de, selon moi, l'enebrar, c'est-à-dire ce moment où le fil passe par le chat de l'aiguille, avant que l'aiguille ne vienne piquer, perforer la surface textuelle. C'est tout un système de veines, de fils, de flux qui compose un tissu fluide et mobile dans la prose, et le sang qui jaillit violemment joue son rôle dans ce système esthétique qui inclut la percée, le bris, l'éclat, le vide dans sa trame, telle la fourmi dont l'œil est percé d'un fil afin de nous proposer de voir autrement. La violence est donc une voie de pénétration du réel, comme lorsque s'ouvre Suicide à Alexandrie par ces mots. Lorsqu'ils placèrent la tête tranchée sur la table du bureau, toutes les vitres de la ville se brisèrent. C'est une thématique et une manifestation de la dénonciation portée par le sujet lyrique, mais c'est aussi une des formes prises par la rénovation. En ce qui concerne la violence, je ne pourrais pas entrer dans les détails textuels aujourd'hui, mais seulement souligner combien ces proses rendent perceptible la lutte, le rapport agonique des êtres et des choses, de la forme et de l'informe, que Lorca théorisera plus tard dans sa conférence sur le duende. Al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. Cette lutte, on la trouve dans la décollation de Jean-Baptiste. Tendrá que luchar con la raposa y con la luna de las tabernas. Tendrá que luchar, tendrá que luchar. Je le dis ici en espagnol parce qu'on va retrouver ces mots dans Poeta en Nueva York. Y la luna, pero no la luna, la raposa de las tabernas. El gallo japonés que se comió los ojos, las hierbas masticadas. C'est également le lien qu'on peut faire avec la lutte du coq et de la poule dans la poule. Ils luttaient, 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 ainsi toute la nuit, et 10, et 20, et 1 an, et toujours. J'ai essayé de travailler très précisément sur cette créativité sonore et cette logique poétique du sang. Je citerai une phrase ici. Fonction logique du sang sans soleil qui saigne ses murs. Parce que le sang est évidemment perceptible dans la violence éclatante des 6 poèmes en prose. Nous avons 2 réécritures bibliques pour un massacre d'enfants dans la décollation des innocents, une parodie de sacrifice dépouillée de toute transcendance dans la décollation de Jean-Baptiste, un assassinat digne des pages sensationnalistes d'un quotidien local dans Nageuse engloutie,
Un double suicide perpétré sous les yeux insensibles des touristes sur le bord de mer dans Suicide à Alexandrie et un double meurtre dans le cas des amants assassinés par une perdrix. Mais cette violence de l'éclat et de la ligne brisée ou de la ligne qui cherche sa fuite est également présente dans la lutte infinie entre la poule crétine et le coq malin, dans le piquet de l'aiguille de la brodeuse qui vole l'âme d'un coq dans l'histoire de ce coq, dans les pierres jetées par les enfants, dans une identité qui se perd au partage des eaux. La cruauté y est représentée, elle y est interprétée par la voix poétique comme nécessaire et essentielle à la vie, à la création. Mais le poète n'est pas cruel, la colombe, si. Le mouvement du sang réunit les parts brisées, les désarticulations dans le laboratoire de la prose. C'est selon moi une forme de la réarticulation rendue possible par la prose. Alors par exemple, Amant assassiné par une perdrix. Ça nous intéresse particulièrement cette année, car c'est le seul des poèmes en prose que j'ai traduit qui est inclus dans Poète à New York. Et ce texte nous montre une poésie de l'éclatement des perspectives et des formes. Une diffraction des perspectives qui tient tout d'abord à l'insaisissable composition énonciative du texte, comme de la plupart des poèmes en prose. Dans un texte qui est le poème d'un Orphée déjà démembré. Pour rappel, Orphée meurt démembré, mis en pièces par les Ménades. Dans un diasparogmos ou sacrifice dionysiaque dont les échos nietzschéens résonnent jusqu'à nous. Nous avons ici comme une mise en scène de ce démembrement poétique dans un texte qui est une multiple désarticulation, narrative, énonciative, mais également des représentations littéraires, des corps et des formes poétiques. Je n'évoquerai pas ici les lectures biographiques, vous connaissez certainement tous la thèse de Liera qui associe à la colombe le dove d'Eleanor. Je ne parlerai pas non plus de ce texte comme d'une réponse à Dali, c'est également la thèse de Liera mais de Anderson aussi, c'est-à-dire que Lorca nous dit que le sang est bien plus doux que le miel. C'est donc le rejet par Lorca de l'art déshumanisé de Dali. Bien sûr, ce poème est l'évocation dénoncée de la mise à mort des amants marginaux par une société dont les bourreaux sont à la fois la bourgeoisie bien pensante, même familiale, les institutions du savoir telles que les musées, la médecine et l'université, et le pouvoir politique incarné dans un gouverneur ogre. Mais en fait, ce sont des désarticulations que je viens vous parler. Nous avons des échos thématiques et formels entre ce poème en prose et pour voix et Asesinato, Dos voces de madrugada en Riverside Drive, que nous trouvons également dans la section 4, dans l'édition d'Anderson. Mais également des liens, nous pouvons les entendre, ces liens-là avec les autres assassinats des poèmes en prose. Et ce lien est la désarticulation énonciative. Le doute porte sur ce narrateur lyrique qui apparaît in media res ou in media palabra, comme destinataire d'un dialogue qui n'a jamais pour fonction d'éclairer le lecteur. Un sujet nommé Luciano, qui rejette son nom, et qui, dans un premier état du texte, nous apprend Liera se nommer Emilio, un changement qui prend tout son sens dans la série des poèmes en prose. Lucia, non. Un avatar du sujet poétique qui peut être l'incarnation du rejet des idées objectivantes de Dali, ironiquement récupérées dans la Sainte Lucie de Sainte Lucie et Saint-Lazare. Mais c'est également une mise en exergue du signe négatif, non, le rejet du rejet, la condamnation de la condamnation. C'est aussi le signe de la contradiction créative, pour une créativité qui joue des combinatoires entre les formes canoniques, que seraient le récit et le poème versifié, pour une histoire d'amour malheureuse qui s'inscrit dans la lignée des amours tragiques. Cette instance narrative à la première personne apparaît dans un dialogue auquel il participe, puis dans des échappées brèves et d'apparence et de structure parfois métriques, qui sont des temps également identifiables à des souvenirs ou à une rêverie sur le passé, intégrés dans un récit qui prend les apparences d'une confession faite à un capitaine. Le trouble narratif est de règle. Cette subversion de la ligne narrative du poème en prose déstabilise le lecteur, qui chasse les informations, comme dans le genre du roman de mystère, mais qui n'est jamais certain de ses déductions. Qui peut bien être Geneviève ? Il s'agit également d'une représentation littéraire malmenée, désarticulée, car la composition lorquienne joue avec ces représentations. Comme dans Nageuse submergée, qui est une réécriture des codes de la chronique mondaine et du récit de faits divers, Amant assassiné par une perdrix est une réécriture qui mêle la nouvelle fantastique et réaliste, le récit de crime et même la berceuse, telle que Lorca en parle dans sa conférence sur les canciones de cuna. Ainsi, dans le manuscrit apparaît une dédicace qui est un hommage à Maupassant. Malheureusement, cet intertexte est invisibilisé dans l'édition d'Anderson.
Yera a identifié la nouvelle qui a pu inspirer Lorca. Il s'agit de la nouvelle Amour de Maupassant, qui relate une scène de chasse. Au cours de cette scène, un canard mâle ne peut se résigner à quitter les lieux où sa femelle a été abattue et se voit tuer à son tour. Une tragédie animalière de l'amour maudit, donc, intégrée par Lorca à sa trame trouée lorsqu'il écrit « Je peux juste vous dire que 2 enfants qui marchaient à l'orée du bois virent une perdrix et le filet de sang qui s'écoulait de son bec. » Avant de reprendre la parole, le narrateur lyrique a passé le témoin narratif à ces 2 enfants, qui par leur promenade et leur regard participent de la création cruelle qu'est ce poème, comme dans les berceuses espagnoles. Les 2 enfants se trouvent sur un espace seuil, l'orée de la forêt, et ils identifient la coupable du crime, la perdrix assassine, qui peut être une métaphore oxymorique de cette nouvelle créativité poétique à laquelle le lecteur participe dans sa lecture, dont lui-même peut être aussi victime, s'il se blesse aux entailles faites au schéma traditionnel, ceux du récit comme ceux du poème. La désarticulation des formes permet à Lorca d'explorer les marges du poétique et de rechercher la pointe capable de percer le cœur et de faire poème. Ici, cela passe par une structure duel enchâssée. La première partie du poème est un dialogue, je l'ai déjà évoqué. La seconde, c'est un récit poématique qui transforme les formes conventionnelles, assumées par un jeu lyrique le jeu lyrique de la première partie. Et dans cette seconde partie alternent les mentions faites aux agresseurs, destructeurs des amants, et le récit poème du démembrement métamorphose des amants. Et dans ce récit poème alternent à leur tour des parties identifiables comme poèmes, de par la brièveté des énoncés, leur présentation typographique et la qualité hétérométrique de certains fragments, et des parties identifiables à première vue comme narration. Le lecteur prend rapidement conscience de la fusion entre les deux, du moins du transfert du lyrisme d'un univers à l'autre. C'est la ligne brisée de la forme poématique traditionnelle, puis la ligne reprise de la prose qui crée ensemble, par la participation du lecteur, l'émotion poétique. Les corps disloqués par les lignes brisées du poème fusionnent dans un amour cosmique. La déformation des attentes doubles du lecteur entre poème et récit l'inclut dans un processus de création actif d'une œuvre déformée. Le poème en prose revendique ici l'amour marginal, mais aussi une esthétique des marges, des limites, des bords, des blessures, entre la coupe et la cicatrice, entre le maître et la ligne en prose. La métamorphose s'opère dans la prose du poème, et ce à partir de la conscience douloureuse. Je vais pleurer, écrit Lorca. Je vais pleurer jusqu'à ce que de mes yeux saillisse une foule d'immortels. Cette poésie est en constant mouvement, et la traduire revient à traduire la dislocation des corps, la violence de la troncation, mais également la réarticulation des parties, la virtualité de la recomposition et de la métamorphose. Ce sang de la prose est vivifiant, il est selon moi la matérialisation de la double posture ironique et sensible de Lorca. Rappelons qu'il dit avoir écrit ces textes con una emoción donde se refleja todo mi amor por las cosas y mi guasa por las cosas, amor de morir y burla de morir. Et s'il se méfie du terme ironie, trop dialogique, car associé à sa confiscation à la même époque par Dali, je suis convaincue que nous pouvons parler ici d'ironie, d'une esthétique ironique en ce qui le concerne. Si l'ironie fragmente, c'est pour proposer une réélaboration. Il écrit « Il faut avoir 200 fils et les livrer à la décollation. Ce n'est qu'ainsi que pourra advenir l'autonomie du lys sauvage. » Cette ironie est selon moi la tremenda lógica poética dont Lorca nous parle. Le défi interprétatif lancé par Lorca invite le traducteur à retrouver la subversion, à éprouver sa langue, sa subjectivité. Identifier la posture ironique du créateur dans les proses et entendre les voix des textes m'a conduite à fixer des lignes dans ma pratique de traduction. Et je terminerai sur ces éléments. La traduction se doit ainsi de cerner et de restituer le grain de sel dont parle Lorca. Ce grain de sel qui fait crisser, mais qui donne du goût au texte. Il s'agit d'entendre s'ouvrir les veines différemment et de voir les amarres se briser. Ce qui a pu passer parfois par une traduction sonore qui s'efforçait de rendre hommage au phonocentrisme de Lorca, de faire entendre le sang de la prose. Je rappellerai juste ici que la prose est avant tout un chant. Le mot prose désigne un hymne chanté entre l'épître et l'évangile.
tel ici un chant spirituel moderne sans transcendance. J'ai suivi les consignes de Lorca, notamment celle-ci. N'explique absolument rien et ne rougis jamais de ton tremblement identique face aux papillons et à l'hippopotame. D'où mon refus de clarification des textes ou de rationalisation syntaxique, deux tendances déformantes identifiées par Berman. J'ai rejeté l'adaptation culturelle afin de recréer un dialogue avec l'autre et l'étrangeté dans le texte. J'ai cherché à traduire les effets d'indétermination, c'est-à-dire que je me suis refusée à expliquer et à désambiguïser les textes. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est la coexistence de lectures contradictoires des textes par la critique, comme c'est le cas pour Sainte-Lucie et Saint-Lazare. Plus que les conclusions contradictoires auxquelles la critique parvient, c'est finalement l'indétermination du message, son ouverture à de possibles interprétations parallèles, voire concurrentes, que j'ai cherché à transmettre, soit cette virtualité du sens qui va de pair avec les mots plurivocaux et la resémantisation des contenus symboliques chez Lorca. Toute la difficulté était de ne pas tomber dans la modulation ou le changement de point de vue lorsque ce dernier était dialogique, diffracté ou ambigu. Et je terminerai. Il s'agissait donc de traduire la convergence des interprétations jusque dans la contradiction, ce qui signifiait proposer l'indécision. C'était selon moi le principal défi de la traduction de la surprise et de la tension qui sont essentiels au texte qui forme cette colombe si cruelle. Très bien, merci. Alors, bon, c'est un peu impressionnant de prendre la parole après Carole sur un sujet qui l'inspire énormément et qui véritablement est vraiment traité par elle, je crois, d'une façon absolument somptueuse. Je connaissais ton travail, bien sûr, mais cela a été extrêmement. Je me suis régalée en t'écoutant et en entendant, en comprenant, en voyant de nouvelles choses dans tes traductions à partir de ta présentation, même si tu m'avais dit les grandes lignes que tu allais développer. Je vois encore d'autres richesses qui émergent de ton travail. Alors, je voudrais d'abord exprimer mes remerciements parce que je me sens ici invitée à double titre. D'une part, au sein du PIAL, avec cet accueil de Laurence Bress et de Ina Salazar. Je les remercie bien vivement. Et je remercie aussi Carole d'avoir pensé à moi pour faire la préface de cette très belle anthologie qu'elle n'a pas encore montrée. Je vais le faire, Une colombe si cruelle, donc parue cette année chez Bruno Doucet et à laquelle j'ai eu le grand plaisir d'apporter ma petite contribution sous forme d'une préface qui, bien sûr, c'est une collaboration à petite échelle, mais ce que je ne savais pas quand elle m'a sollicité pour ça, c'est que nous allions ensuite entreprendre, nous l'avions déjà projeté depuis un certain temps, mais le confinement aidant, nous nous sommes décidés à le faire. Nous allions entreprendre aussi la traduction de Poète à New York et c'est, vous l'avez compris, un immense plaisir de faire cette traduction avec elle. Alors, quand j'ai rencontré Carole Filière, elle était en train de faire une thèse sous la direction de Françoise Etiambre et nous avions lancé au sein du CREC, grâce à Serge Salin et à Françoise Etiambre, un petit groupe de traduction poétique auquel participaient alors Lauriane Laget et Mélissa Lecointre. Et depuis lors, bien sûr, ce petit atelier s'est enrichi avec la participation de Carole et d'Eva Touboul. Et nous nous sommes lancés dans cette anthologie du poème en prose qui n'est toujours pas publiée, qui a pris un petit peu de retard, mais qui m'a permis dès lors de voir tout le talent de Carole Filière, tout le talent de traductrice de Carole Filière. Et j'aimerais commencer mon petit exposé en citant un passage de La création, poème indien de Becker dans la traduction de Carole, une traduction qui, donc le passage que je vais citer, peut parfaitement convenir à la manière dont Becker, Lorca et Carole Filière
conçoivent le poème en prose. Alors c'est un moment où les Gandharvas, ou chanteurs célestes, regardent le lieu où Brahma est absorbé en ses spéculations scientifiques. Je cite. Disséminés sans ordre ni concert, s'y trouvaient des vases et des cornues colossales de toutes les formes et couleurs, squelettes de mondes, embryons d'astres et fragments de lune gisaient, mêlés à des hommes à demi façonnés, des ébauches inachevées d'animaux monstrueux, des parchemins obscurs, des in-folios et des instruments étranges. Les murs étaient couverts de figures géométriques, de signes kabbalistiques et de formules magiques, et au centre de la pièce, dans une marmite gigantesque placée sur un feu inextinguible, bouillaient, dans un bourdonnement profond, des milliers d'ingrédients sans nom dont la savante combinaison devait produire des créations parfaites. Alors cette citation de Becker nous montre le moment de la création, c'est-à-dire le moment où de cette marmite où 1000 ingrédients sans nom s'accumulent, surgissent des créations parfaites. Alors ça me semble une très belle métaphore du poème en prose, parce que le poème en prose, chez Lorca en particulier, est le lieu de la création. Et ce lieu de la création, il va de pair peut-être, ça c'est une question que je poserai volontiers à Carole, avec le désordre. Est-ce que finalement cet espace du désordre, cet espace où rien ne semble prédictible, où rien n'est prévu d'avance, n'est pas l'espace de la création poétique, qui nous serait livré en parallèle dans le cas de Lorca avec ses créations en vers traditionnels, au moment où il répond au poème en prose que lui dédie Salvador Dalí, comme San Sebastián. Lorca écrit une ode à Salvador Dalí qui est écrite en vers, mais il écrit en même temps ses textes en prose qui vont de 1926, 1927, 1928 et dans lesquels on a non pas du vers libre, mais du libre vers ou de la création en liberté. Alors, est-ce que donc cet espace du désordre serait à l'œuvre dans ces proses que traduit Carole Filière? C'est une première question que j'aimerais lui poser, tout en disant que évidemment, ce désordre, c'est aussi celui de prose extrêmement savante, parée, riche de sonorités. Carole a parlé tout à l'heure de l'abondance. Elle le disait au sujet des traducteurs et de la tradition que l'ensemble des traducteurs de l'œuvre de Lorca. Et je suis très sensible au fait que tu aies cité le nom de Bernard Cézé, qui vient de nous quitter ce 6 novembre et que nous regrettons. Eh bien, cette surabondance qui tient à toute cette riche tradition des traducteurs de Lorca, elle est aussi à l'œuvre dans ces proses qui sont dont les images sont extrêmement riches, qui vraiment sont remplies. Chacune de ces images est pleine de mythes ou de légendes, et tu restitues parfaitement, grâce à ta connaissance extrêmement fouillée de ces textes et des traditions littéraires que ces textes véhiculent. Je crois qu'ici, le fait que tu sois une 19e est vraiment au service de tes traductions. Et j'apprécie beaucoup, par exemple, dans la traduction de Historia del Destegallo, qui est pleine d'un langage un peu précieux, un peu recherché, le plaisir que tu prends à traduire d'une façon parfois un peu vieillie, un peu précieuse un texte, alors que ailleurs tu fuis toujours cette préciosité et tu cherches à rendre le caractère très parlé. Tu parlais tout à l'heure de phonocentrisme, c'est un terme qu'emploie aussi la critique lorquienne pour se référer à ce goût pour la langue orale de Lorca. Très souvent, tu fuis et les traductions trop écrites, mais là, tu t'adonnes à cœur joie à cette recherche
d'un langage précieux, élevé. Je trouve que tes traductions montrent une très grande diversité de tons, d'expressions. Tantôt, tu assumes une très grande recherche formelle, tantôt, tu cherches un style très parlé, presque un style que l'on pourrait retrouver dans la bouche des enfants. Et je pense à ce poème sur la poule, conte pour enfants, bête, où tu donnes vraiment une traduction très vivante. J'y reviendrai peut-être après. Alors, est-ce que finalement une des richesses de la prose lorquienne telle que tu la rends ne vient pas aussi d'une des influences que tu n'as pas citées dans ton exposé, mais qui me semble vraiment à l'œuvre dans la cruauté de la prose lorquienne. Je pense aux Chants de Maldoror et à leur traduction par Julio de la Serna en 1926. Dans les Chants de Maldoror, on a bien sûr un emploi de la prose, mais la façon dont les Chants de Maldoror ont été reçus d'abord en France et ensuite en Espagne, d'abord à travers Ramón Gómez de la Serna et ensuite grâce à l'impact, à l'ensemble des lectures qui ont été faites de les Chants de Maldoror, par exemple sobre Los Ángeles et plein des Chants de Maldoror, mais peut-être aussi les proses lorquiennes doivent beaucoup à Lautréamont. Et là, il y a sans doute une piste à creuser. Il y a eu une étude de Virginia Higginbotham, madre mia, sur les Chants de Maldoror d'un poète à New York, mais je crois aussi que dans les proses de Lorca, il y aurait certainement beaucoup à dire, notamment dans la manière dont s'exprime la cruauté à travers ces proses, et c'est quelque chose qui est très bien rendu dans tes traductions, par exemple dans La Décollation des Innocents, où on a un français très net pour rendre ces textes. Je ne cite que le début de ta traduction que je trouve absolument superbe. Tic-tac, zig-zag, cric-crac, slish-slash. La peau était si tendre que la coupe était nette. Enfant et noix, coagulés et frais. Les guerriers avaient des racines millénaires et le ciel une chevelure ondulant dans le souffle des amphibies. Il fallait fermer les portes. Pepito, Manolito, Enriquito, Eduardito, Jaimito, Emilito. Et plus loin, à la fin de ce poème en prose, une image qui est audacieusement rendue, je trouve, eau froide sur les sables, ciel froid et d'eau de caïman. Ici, dans les rues, s'écoule le plus secret, le plus savoureux, qui teinte les dents et fait pâlir les ongles, sang, de toute la force de son S. Dans le texte espagnol, on a con la fuerza de su G. Donc, tu intervertis ici, je trouve, de manière très réussie, pour avoir une rime avec le texte espagnol qui est à la fois de l'ordre de l'acoustique, de l'ordre de l'auditif et en même temps de l'ordre du visuel. C'est très bien préservé. Donc voilà, ces traductions extrêmement nettes que tu rends, que tu fais, je trouve qu'elles ont aussi leur racine dans cette tradition de la prose poétique telle que Lautréamont la pratique et telle qu'elle s'impose en Espagne dans cette fin des années 20. Ce sont des proses très savantes et riches et elles ont aussi une caractéristique peut-être sur laquelle je m'interroge. C'est quand nous avons traduit avec Lauriane Laget, avec Mélissa Lecointre, Serge Salin et Françoise Etiambre, d'autres textes en prose de cette même période, notamment des textes de Cernuda, mais aussi de Raphaël Alberti qui ont été traduits dans l'atelier de traduction théâtrale du CREC. Nous avons été confrontés à des proses qui étaient marquées par des rythmes heptasyllabiques ou endécasyllabiques, mais surtout heptasyllabiques, c'est-à-dire des proses où il y avait une très grande récurrence de vers dissimulés sous l'apparence d'un texte en prose. Alors, est-ce que finalement, dans les poèmes de Lorca,
on n'a pas en quelque sorte l'inverse. Hein. Je m'explique. Alors que dans les textes de jeunesse de Lorca, les poèmes en prose de jeunesse de Lorca, on a parfois des relents rythmiques qui viennent du modèle moderniste dans lequel se forme dans lequel Lorca découvre la poésie. Ensuite, dans les créations de ces années 1927-1928, on n'a plus ce soubassement métrique de l'heptasyllabe. Et il y a de la part de Lorca une maîtrise extraordinaire du rythme de la phrase pour faire que la phrase soit de manière indiscutable de la prose et non pas des vers déguisés sous la forme de la prose. Ainsi, je crois que, et c'est pour ça que ta traduction rend très bien ce caractère non rythmé ou non reconnaissablement rythmé, non typé du texte de Lorca. Je crois que ce qui l'a beaucoup aidé dans cette réussite, c'est sans doute sa grande pratique théâtrale qui l'a rendu sensible à l'effet acoustique que pouvait susciter l'emploi de l'heptasyllabe ou de l'octosyllabe. Donc, il différencie parfaitement dans son théâtre les passages en prose et les passages en vers. Il fait volontiers un usage double de la prose et du vers de Mariana Pineda, et a fortiori dans ses œuvres postérieures où coexistent la prose et le vers, alors que dans sa poésie, il faut attendre Poeta en Nueva York pour que Amantes asesinados por una perdiz vienne rompre le caractère purement versifié de l'ensemble du recueil. Et c'est là que Amantes asesinados por una perdiz, un poème en prose dont la place a très longtemps suscité la perplexité de la critique. Il faut se rappeler que dans son livre consacré à Poeta en Nueva York, García Posada réfute l'hypothèse de retenir Amantes asesinados por una perdiz, comme le fait d'ailleurs Eutimio Martín, et tous deux sont de très grands spécialistes de l'œuvre de Lorca. C'est parce qu'il y a quelque chose d'étrange, d'étonnant à la présence de ce poème en prose au sein d'un texte en vers. Et pourtant, Amantes asesinados por una perdiz nous amène à nous réinterroger sur d'autres textes de Poeta en Nueva York qui sont indissociables de cette prose. Alors, je donne l'exemple de Asesinato. Hein. Je me permets de lire dans Asesinato, je ne sais pas, Carole, si tu seras très contente parce que nous n'avions pas convenu de le faire ainsi, mais je me permets de lire dans Asesinato, si je le retrouve, la traduction que nous avons faite. Assassinat, 2 voix au petit matin dans Riverside Drive. Comment c'est arrivé? Une entaille sur la joue, c'est tout. Un ongle qui presse la tige, une aiguille qui plonge jusqu'à trouver les fines racines du cri, et la mère cesse de se mouvoir. Comment c'est arrivé? Comme ceci. Lâche-moi. Comme ça? Oui. Le cœur est sorti tout seul. Aïe, pauvre de moi. Alors, c'est un poème en quelque sorte performatif, puisque quand son interlocuteur montre à un des personnages comment on fait pour tuer quelqu'un en tirant les fines racines du cri, il meurt. Le simple fait de montrer comme ceci, hein, tue cet interlocuteur. Mais est-ce que finalement on n'a pas ici de la prose déguisée en vers? C'est-à-dire qu'il y a quelques rimes, de la prose avec quelques rimes, mais est-ce que ce n'est pas de la prose déguisée en vers? Et est-ce qu'il n'y a pas dans l'ensemble de Poeta en Nueva York une forte tentation de prose? C'est-à-dire une manière, un style qui fait que parfois le vers se dilue, non pas seulement dans le verset, il y a bien sûr beaucoup de versets dans Poeta en Nueva York, et Isabel Paraíso
parle de versets, de versículo whitmaniano pour définir cette période de la création de Lorca, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une tentation qui est la tentation de la prose dans ces vers de Poeta en Nueva York? Et ce qui irait dans ce sens, et c'est aussi ce que met en évidence ton anthologie, c'est que tout l'univers des poèmes en prose que tu traduis ici se retrouve dans Poeta en Nueva York. On retrouve les mêmes thématiques, les mêmes paysages, le même protagonisme du sang pour signifier le flux de la conscience et de la parole. Ce sont des choses qui vont des poèmes en prose et à Poeta en Nueva York. On retrouve aussi un certain nombre de mots qui sont communs aux deux. Je pense par exemple à un terme qui nous a donné du fil à retordre, c'est le mot equivocar. Equivocar apparaît dans Santa Lucia et San Lázaro. Alors, je cite par exemple le passage de Santa Lucia y San Lázaro que tu traduis ainsi. Alors, c'est à la page. J'ai tellement bien rangé. Voilà, page 23. L'aubergiste et sa femme échangèrent un regard étrange, un regard qui s'égarait. Dans le texte original, le mot equivocar signifie que les deux regards de l'aubergiste et de la femme ne se croisent pas. Donc, on a l'idée d'une sorte de caractère oblique de ce regard. Et c'est toute la difficulté de traduire equivocar, qui veut très rarement dire tromper dans le langage de Lorca, parce que les textes en prose de Lorca sont le lieu d'une défamiliarisation du langage et des significations habituelles des mots. Donc, quand on arrive à Poeta en Nueva York, et le point d'aboutissement de la réflexion de Lorca est sur le vers et sur la prose, on se trouve dans un croisement où les mots ne veulent plus dire la même chose, il leur arrive la même chose qu'au visage quotidien auquel se heurte la voix du sujet dans Vuelta de Paseo. Donc chaque mot est pris dans un vertige où il cesse de signifier quelque chose pour acquérir des significations nouvelles. Alors une question que pose aussi, et je terminerai sur cela pour ne pas allonger excessivement mon intervention et laisser plus de temps au débat. Une question qui se pose aussi dans ton anthologie, c'est le choix que tu fais de l'ordre des poèmes. Ce choix, il a été fait d'un commun accord avec l'éditeur, je crois, et tu choisis d'alterner des textes longs et des textes courts, des textes qui viennent d'une période 1928 et des textes antérieurs qui nous renvoient aux premières créations en prose de Lorca, au balbutiement de son talent poétique, ce qui donne aussi, je crois, une véritable émotion à ces textes. On sent vraiment palpiter ce que deviendra ensuite l'art de Lorca. Alors, comme je suis moi-même extrêmement scolaire et disciplinée, j'aurais choisi, si j'avais eu à faire ce travail, un ordre plus chronologique, parce que j'aurais été sensible, j'aurais aimé montrer la maturation de l'art de Lorca, la manière dont il évolue dans le fil du temps. Je reconnais cependant que l'ordre choisi est très probant dans la mesure où en soi, ça donne un recueil qui donne une nouvelle signification à ces proses de Lorca, et peut-être que c'est plus efficace pour la lecture de faire
un recueil ainsi conçu avec cette alternance de textes longs et courts, de textes violents et de textes mélancoliques qui est à l'œuvre dans Une colombe si cruelle. Et je voudrais revenir pour terminer sur cette maturation et cette évolution de la signification dans l'œuvre de Lorca pour tendre aussi, Laurence parlait tout à l'heure de pont, un pont entre ses proses poétiques, entre Poète à New York et aussi Divan del Tamarit, qui a été traduit par Laurence Bress dans une magnifique traduction qui est parue au sein du numéro consacré par Europe à l'œuvre de García Lorca. Alors, dans la conclusion de la présentation de Laurence Bress, de cette présentation qui s'appelle Ailes de mousse et murailles, Laurence Bress écrit la chose suivante. Quand tout disparaît, une grammaire hors norme dit le vide. Quand c'est passé à nadie, personne se promène. Les normes de la métrique sont noyées, elles aussi, par l'eau du poème, qui les a diluées dans ses contours de sable pour y refaire d'autres unités de résistance, libres, car elles ont travaillé dans la norme pour la renverser. Norma de amor te di, hombre de Apollo. Alors, quelle est pour toi, Carole, la norme de la traduction? Merci de terminer sur une question piège à laquelle je ne répondrai peut-être pas. Il n'y a pas de norme en traduction puisque justement, tu l'as dit, c'est la déformation qui prime et le désordre. Peut-être que je ne sais pas, Laurence, comment veux-tu procéder? Je réponds à certains des points qui ont été soulevés. Tu n'as pas de micro. Merci, merci d'abord. J'ose pas parler parce qu'en fonction de l'enregistrement, merci infiniment à toutes les deux de ces interventions magnifiques. Et je reconnais bien là l'esprit décapant et tellement fertile de Zoraida que je remercie aussi de cette intervention sur la tentation de la prose. Il y aurait beaucoup à dire là, j'avoue. Et les normes aussi. Je ne sais pas, mais oui, Carole, tu réponds, et puis après, si quelqu'un d'autre veut intervenir. D'accord. Je ne répondrai peut-être pas à tout. Peut-être parler d'abord de l'ordre des poèmes. Effectivement, ils étaient en désordre dans le fichier que j'avais proposé à l'éditeur et c'était volontaire. Et j'ai eu de la chance de trouver le même écho chez lui qui était de refuser l'ordre chronologique. Peut-être que nous sommes moins universitaires que toi, finalement. Et je ne t'entends pas parce que tu n'as pas de micro. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Moi, je suis très scolaire. Je suis bête et disciplinée, mais ce serait beaucoup moins bien comme livre. Je le dis tout de suite. Non, alors effectivement, c'est vrai que je n'ai pas pensé, moi, à cet ouvrage comme un ouvrage érudit. Il n'y a pas d'appareil critique dans le sens où j'aurais pu faire un ouvrage qui aurait 3 fois cette taille puisque les textes méritent des commentaires, des notes, des explications. Et il y a des notes, mais elles sont très réduites et c'est des notes de la traductrice, un petit peu d'explications. Voilà. Mais on s'est très rapidement mis d'accord sur un projet qui était le mien et qui est devenu le sien, mais il a eu la même intuition, sur l'idée de provoquer la surprise aussi, de penser le temps de la lecture, à la fois comme on tapait, on pourrait manger et grignoter un petit peu comme on veut dans cet ouvrage sans ordre, ou alors le lire de manière suivie et être constamment surpris par des changements de registre, de tonalité, qui, à mon sens, sont là aussi pour créer l'émotion poétique qui est au cœur du projet de Lorca. Donc ça, peut-être que c'est lié au désordre.
Alors moi, je viens du monde de la prose, hein, comme vous le savez. Tu as rappelé que j'étais 19e, même si je traduis de la poésie depuis plusieurs années et c'est de la poésie du 20e. Je traduis des poètes vivants, catalans, mais je viens du monde de la prose. Donc effectivement, pour moi, c'est un éloge de parler de désordre parce que les proses, d'ailleurs, j'ai jamais dit la prose, je dis toujours les proses parce que c'est ce mélange, c'est miscellané, c'est varia. Tu vois que Madame Etienne est par là, donc si je lui dis le mot satura, elle saura que je fais référence aussi à ces mélanges, à cette cornue hein, dont tu parlais de Becquer, qui pour moi est fondamentale puisque c'est de là que jaillit le verbe et des proses. C'est ce qui m'a beaucoup attirée chez Lorca, en fait. Je soupçonnais absolument pas cette part de sa créativité au départ, parce que moi, en fait, je me suis placée dans la posture de la lectrice française. Hein. Lorca, j'ai enseigné la Zapatera Prodigiosa, comme beaucoup de gens à Paris 3. Je connaissais son théâtre, je connaissais pas mal de poèmes, mais pas cette part-là euh, d'incursion dans la prose. Donc, c'est principalement ma première défamiliarisation à moi que j'ai cherché à transmettre. Et j'aime bien que tu emploies ce terme-là parce que c'était le but de l'ouvrage. Et effectivement, c'est ça, c'est la langue, le mot est défamiliarisé, il est déporté, il va créer une surprise. Il n'y a pas d'adhésion, en fait, entre les attendus, les attentes linguistiques, génériques, n'importe quelle attente d'un lecteur. Et ce désordre-là est créateur. On a essayé un petit peu de le restituer dans le désordre de la table des matières. Ensuite, oui, pour les différents tons, tonalités, je ne sais pas, au registre, en fait, moi, je me suis beaucoup amusée à traduire Lorca, vraiment. Et je me suis amusée parce que, par exemple, quand j'ai traduit l'histoire de ce coq, je revenais de Grenade, en plus, quelle chance. Et j'avais aussi j'ai des guides Bédéker, moi, chez moi. Et j'ai bien vu comment il parodiait à la fois la presse 19e et certains de ses guides dans un tour opératoire, un voyage dans Grenade qui est également contaminé par les contes de Irving ou par les souvenirs des romantiques, parce que ça, ce sont des proses qui, moi, m'ont nourri. Donc, je me suis beaucoup amusée à traduire ça en essayant de respecter cet aspect parodique et ludique qui est le sien. Et pour la tonalité plus enfantine, pour la poule, c'est presque mon texte préféré, la poule crétine. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à Grenade, je l'ai vu représenté de manière brillante par deux acteurs qui faisaient c'était une évocation de la vie de Lorca et ils inséraient de manière vraiment très agile ces textes dans cette évocation biographique. Et je me souviens que le moment du retour de Lorca à Grenade, juste avant son arrestation et la fin qu'on connaît tous, était marqué par ce texte-là. Et il y avait les deux acteurs sur scène qui jouaient le coq et la poule. Et je l'avais traduit moi précédemment. Et en le voir représenté sur cette dualité agonique, moi, je m'étais dit, voilà, bon, il y a quelque chose de magique dans ce texte. Et il se trouve que je suis maman et que je lis énormément Claude Ponty. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Claude Ponty, qui est un créateur d'histoires pour enfants, dessinateur, dont l'univers principalement tourne autour des poussins. Et les poussins de Claude Ponty et les textes de Claude Ponty sont des merveilles du genre créatif pour enfants. Ça mêle des jeux de mots, des références avec des degrés, mais des niveaux de textuels adultes. On peut rire pendant des heures, mais vos enfants vont rire également. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à traduire ce texte, notamment à imaginer que la nuit fichait des claques aux poules et à écouter Lorca me raconter ces histoires-là. Donc ça, juste pour des éléments... Je peux citer juste la fin de ta traduction parce que ça permet de comprendre pourquoi ça a pu être utilisé pour une évocation du moment où Lorca rentre à Grenade. Coq malin, poule crétine, poule maligne, coq crétin, malin tous deux crétins, coq malin, poule crétine. Ils luttaient, 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 ainsi toute la nuit. Et 10, et 20, et 1 an, et 10, et toujours.
Et ça ressemble aussi, ça annonce aussi beaucoup d'aspects de Poeta de Nueva York où le chant de la lutte de la poule apparaît à plusieurs reprises aussi. Oui, exactement. Et quand on lit des uno, y dos, y tres, dans certains poèmes que les étudiants commencent à connaître par cœur, moi je vois mes petites poules qui se battent en duel. Et, un autre élément peut-être avant de laisser la parole, sur des influences sur la cruauté, effectivement, il y a Lautréamont. Alors bon, ailleurs, je développe un petit peu ces éléments-là d'intertextualité. Mais on en a parlé aussi, Soraïda. Il y a également chez Shakespeare le Titus Andronicus, avec toutes ces scènes de mutilation, de mains coupées, de têtes servies en pâté en croûte, de deux jeunes gens servis à leur propre mère. Donc il y a tout un univers aussi shakespearien de la cruauté qui transparaît dans les poèmes en prose, et également des références plus classiques, mais ça la critique l'a dit avant moi, c'est la réécriture de Saint-Augustin et de la souffrance des mères dans la décollation des innocents. Et effectivement, si je ne suis pas allée regarder les traductions dans la Pléiade, par contre, je l'ai dit très brièvement pour Wilde et pour Wilde tout à l'heure, je suis allée regarder les textes originaux de Wilde et les traductions de l'époque, et je suis allée regarder aussi la traduction ou les traductions de Saint-Augustin après avoir traduit, pour voir comment je pouvais m'en approcher aussi. Voilà. Donc ça, c'était important dans mon travail. Et puis dans Amantes asesinados por una perdiz, il y a peut-être aussi une réminiscence de Roméo et Juliette, qui est une pièce fondatrice dans l'imaginaire de Lorca, dans El Público en particulier, mais aussi... on retrouve de toute façon toute une métamorphose qui est en ligne directe avec Poeta à Nueva York et avec El Público dans Amantes. Tout à fait. Et sur l'évolution peut-être de l'écriture lorquienne au fil du temps. La manière, comment évolue sa prose? Comment ressens-tu le changement entre les textes de jeunesse et les textes plus tardifs? Alors, il se trouve que je traduis, tu le sais, les místicas et les estados sentimentales aussi, qui sont des poèmes en prose, des proses poétiques qui sont tout un jeu de réécriture à la fois moderniste, mais également très proche du romantisme allemand, des rêves de Novalis, de Tieck, on peut trouver ce genre de choses. Et je n'ai pas encore traduit, mais je me suis beaucoup intéressée à d'autres textes qu'on n'a pas mentionnés, ce sont les dialogues. Les dialogues qu'il écrit quand il est jeune aussi. Le Dialogo de Sombras, par exemple. Et ça, par exemple, ça me permet de revenir à ce que tu disais sur... c'était quoi exactement à un moment donné, sur le vers et la prose. Effectivement, s'il n'y a pas la distinction à un certain moment, dans les textes de jeunesse, c'est quand même marqué. Le dialogue, c'est de la prose. Et là, il y a l'influence de Platon, il y a cette influence-là qui est réutilisée. Après, du point de vue de l'évolution, à mon humble échelle, sur la prose, parce que je n'oserais pas encore parler ni de théâtre impossible, ni même d'Ivan del Tamarit. Et je pense que Laurence pourra en parler. Pour moi, l'évolution se situe au moment, c'est une forme d'autonomie de sa prose à partir du moment où l'ingestion est complète des influences. C'est-à-dire qu'on n'est plus, si soi-même on n'est pas lecteur, on n'a pas lu, on n'a pas des indices sur certaines références, elles sont tellement digérées qu'elles font partie véritablement de cette prose qui, pour le coup, recrée vraiment du nouveau à partir d'une trame très, très dense de références. C'est ça que je vois, moi, dans l'évolution de cette prose. Je ne parlerai que de la prose. Voilà. Pour revenir sur ce que disait Zoraida
pour saisir cette espèce de développement chronologique. C'est vrai que moi aussi, je suis quand même très attachée parce que, bon, Lorca, c'est 18 ans d'écriture, c'est quand même très peu. Et moi, ce qui me fascine, c'est la façon dont tout constamment se transforme, mais de poème en poème, et on a l'impression, la Paloma Cruel, c'est aussi El Elefante, et donc elle se souvient de tout. Et on a l'impression d'une mémoire en marche constamment qui reprend. On se dit, mais si on n'a pas lu si on n'a pas tout le reste présent à l'esprit, on ne peut pas expliquer ce poème. C'est terrifiant. Enfin, il ne faut pas le dire en ce cadre d'agrégation. Mais donc, moi, c'est vrai que voir pourquoi est-ce que La Perdiz, c'est finalement le seul poème antérieur à l'écriture de Nueva York qui vient là. Bon, c'est pas seulement pour introduire une rupture de genre comme l'avait fait Juan Ramón avec, attendez, là je suis envahie, Juan Ramón avec le diario. Bon, bien sûr, il y a peut-être un signe de complicité, mais donc ce crisol où le passé vient se diluer pour prendre un nouveau sens, on résout à la fois la crise sentimentale, la crise littéraire, en mettant ce poème dans un nouveau contexte qui lui permet de dépasser toutes ces crises finalement. Et comme on parlait de Divan del Tamarit, c'est vrai que c'est incroyable puisqu'il s'empare d'une littérature extrêmement normée, comme enfin, le divan, enfin, la Qasida, elle a ses normes, la Gacela aussi. La Gacela, c'est de 4 à 15 vers. Lui, il en met 16, 17. Enfin, il est tout le temps à côté de la norme et tout ça peut-être sous le signe de ce retournement de la norme qui le fascine tout le temps. On a les dos normas, les deux décimas qu'il écrit à Guillén, qui me semble bien montrer la démarche. Norma y paraíso de los negros, on s'y attendait pas quand même, parce que justement, c'est le retournement de cette civilisation américaine. Et là, les Gacelas ne s'appelaient pas Gacelas dans ces brouillons, et pour la plupart. Et quand il les a publiés, les Casidas, en fait, il y en a une qui s'appelait, au lieu de Casida de la Rama, c'était Caída de la Rama. Il y en avait une, c'était Canción, puis ça devient Casida. Et je pense que ça l'amuse, enfin, ça l'amuse et en même temps, c'est un jeu comme celui des enfants. C'est terriblement sérieux parce qu'il s'agit de vie et de mort de temps dans ce jeu, mais qui est la réalisation d'un possible finalement, qui ne peut être possible que dans l'espace de ce poème, comme l'espace du jeu pour les enfants. Mais quand un enfant joue, c'est d'un sérieux, et le sérieux, c'est aussi la continuité de l'attitude dans cet espace fermé. Et je me dis, il n'aurait jamais pu écrire les Casidas et les Gacelas avec cette liberté s'il n'était pas passé par l'espace de libération totale de New York, qui lui-même, je trouve, est quand même préparé par cet espace d'assouplissement de la prose. Non pas que je considère que ce soit mineur, pas du tout. C'est absolument pas ce que je veux dire, mais je pense que pour lui, ça a été un espace de talière, effectivement, où il a travaillé sa voix, où il lui a donné une autre tonalité, il l'a cassé, il a regardé ce qui se passait pour vraiment l'adapter à son affectivité, comme le faisait Baudelaire, finalement, si on y pense. La prose du spleen, c'est vraiment quand on cherche une autre longueur de voix, enfin, c'est mal dit, mais enfin, comment dire, une sorte d'élongation de la voix, enfin, qu'elle soit souple, qu'elle se plie à l'affectivité, voilà. Et ça, je pense qu'il l'a trouvé. Et c'est pour ça que du coup, il reprend certains mots, certains thèmes pour les mettre sur sa voix qui redevient, elle, profondément rythmique, mais un rythme complètement différent dans Poète à Nueva York, complètement imprévisible. Comme tu disais, Zoraida, là, on a l'impression qu'on ne peut rien prévoir.
le convenu. C'est là le principal changement par rapport à Romancero Gitano où l'octosyllabe vraiment est extraordinaire, mais on est dans un rythme qui est déjà construit et là, c'est une invention constante dans Poeta de Nueva York. Oui, oui. Alors, pour aller dans le même sens que toi, par exemple, cette fin de Oda Walt Whitman, y tú, bello Walt Whitman, duerme orillas del Hudson, con la barba hacia el polo y las manos abiertas, arcilla blanda o nieve, tu lengua está llamando, camaradas que velen tu gacela sin cuerpo. Y ensuite, les gacelas, tout se suit, Ouais. rien n'est laissé de côté. Rien n'est laissé de côté. Repenser, reconçu, retravailler, c'est extraordinaire. Et tout est annoncé de ce point de vue-là, en revanche. Et c'est ce qu'il disait de Faglia, qu'il célèbre en lui el oficio del músico, mais ça, il a le même, chaque croche pour un musicien, c'est une croche, c'est pas une blanche, enfin, c'est pas une noire même, et pour lui, c'est la même chose. Et dans le romancero, il commence un peu à faire des choses parfois un peu bizarres. Bon, dans la Burla, quand le romance s'enfuit dans les lagunas, et puis bon, il y a dans la Casada Infiel et puis El Emplazado, tout d'un coup, il y a l'assonance qui se place sur les vers impairs. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est très discret, mais on peut dire que ça couvre d'une certaine façon. Enfin, je pense que ce travail sur la norme, c'est à la fois de façon personnelle et parce que comme disait Gibson, elle era el poème, hein, donc ce qu'il vit, ça devient sujet de l'écriture et aussitôt rythme, et il vit la même chose finalement. Si quelqu'un veut intervenir. C'est vrai que c'est un peu paralysant, toutes ces images. Il y a une question sur la conversation. On a une question par écrit, mais alors je ne sais pas. Est-ce qu'Adrien veut prendre la parole? Ce serait peut-être plus facile. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ah, très bien. Alors, en fait, je me demandais, c'est la question que j'avais mise sur le chat, c'était dans quelle mesure cette tension entre la prose et les vers, elle montre que dans leur cas, il y a déjà beaucoup d'éléments de tout ce qui, quelque chose d'une postmodernité poétique qui va arriver après, c'est-à-dire à la fois tout ce travail sur la déconstruction des normes, mais également tout ce qui relèverait d'un lyrisme plutôt décentré, puisque dans Amantes asesinados por una perdiz, le fait de revenir à une structure un peu, d'avoir une structure dialogique, et le fait de créer cette rupture, que la voix ne s'exprime plus directement, donne des éléments d'un lyrisme beaucoup plus décentré. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, il y a plusieurs choses en fait dans votre prise de parole. Peut-être que moi, je parlerai juste de cet adjectif postmoderne que vous avez décrit là, à la fois en l'écrivant, hein, dans la conversation, la tension entre la prose et le vers. Ce n'est pas une spécificité de la postmodernité. Non, absolument pas. Voilà. Donc, il faut peut-être le replacer dans une histoire de la littérature, hein,
Et c'est une tension qui existe et qui est débattue au XIXe siècle, qui est vécue par les écrivains à la fin du XIXe siècle, qui est théorisée à peu près tous les 5-10 ans. On a Lauriane qui peut nous parler des années 20 si elle le souhaite. Donc cette tension-là n'est pas spécifique à la postmodernité. Vous ne direz jamais de Baudelaire qu'il est postmoderne, par exemple. Voilà. C'est plutôt une forme d'héritage de la modernité. Dans un paradoxe, par exemple, lisez Modernité, modernité de Compagnon, qui vous montrera un petit peu comment la modernité est un paradoxe, parce qu'il faut toujours détruire l'ancien et le moderne devient caduc et ancien à son tour. D'accord ? Donc, peut-être se méfier un tout petit peu de ces adjectifs-là de postmoderne, moderne ou autre. Voilà, ce serait ma remarque en tant que formatrice aussi au concours. Moi, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je pense par exemple à ce livre de Mercedes Gómez Glesa pour essayer de voir ce que pourrait être la descendance de Lorca dans la création poétique récente, Los Nuevos Bárbaros. Bon, c'est peut-être aussi à travers Whitman, à travers T.S. Eliot et la manière dont ces poètes ont été lus et reçus en Espagne, que Poeta de Nueva York s'impose. Et puis aussi, peut-être aussi parce que Lorca est maintenant considéré un peu comme un précurseur de l'écho poétique. Il y a beaucoup de poèmes, notamment dans Poeta de Nueva York, qui sont très annonciateurs de l'écho poétique. Donc peut-être mais je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Oui, ça répond à ma question. En fait, c'était qu'une interrogation avec peu de fondement. J'attendais plutôt des éclairages. En tout cas, merci d'avoir osé poser une question. Merci à vous de m'avoir répondu. No pueden más. Viernes por la tarde, ya. Bon. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et puis après, on va devoir se quitter. Non? Bon, je vais renouveler mes remerciements à Carole, à Zoraida, à vous tous d'avoir été là, vraiment présents. C'est quand même beau. Je trouve que la voix de Lorca nous réunisse tous comme ça, bien au-delà de la question du concours, enfin vraiment par affection, finalement, affection profonde. Vraiment, ça me touche infiniment. Tous ceux qui ne sont pas forcément des personnes qui viennent au PIAL, mais qui ont voulu être là. Vraiment, merci à tous. Merci à Lauriane de tant de soins techniques. Notre mémoire, puisqu'on parle de mémoire, c'est vraiment très, très chic de faire cela. Et puis, écoutez, continuera. Merci beaucoup à vous. Merci vraiment à vous tous. Merci Laurence, merci Ina, merci à vous tous. Oui, merci beaucoup. Et la prochaine fois à Paris, espérons-le. Oui, voilà. Ah oui, mais on ne renonce pas, on va y arriver. Oui, oui, oui. Voilà. Merci. Bonsoir à tous.